Bonsoir chers téléspectateurs, c'est toujours avec un réel plaisir que nous nous retrouvons pour ce nouveau numéro de Parcours des femmes. Parcours des femmes, comme vous le savez d'ailleurs, c'est une émission qui met en valeur la femme tchadienne, son savoir-faire et son talent. Sur ce numéro, nous recevons l'architecte Lubna Matar. Lubna Matar, pas besoin de la présenter, mais je laisse la latitude à elle de se présenter. Bonsoir Lubna. Bonsoir. Qui est Lubna Matar pour nos téléspectateurs? Lubna Matar, c'est moi. Lubna Matar, je suis une architecte urbaniste avec une riche formation. J'ai obtenu un bac D. Puis ensuite, j'ai décidé de parcourir, de poursuivre une formation en études supérieures dans le cadre de l'architecture. J'ai d'abord fait le Soudan, puis Venise, Italie. Et enfin, pour parachever mes études supérieures en Malaisie, Kuala Lumpur. Après l'obtention de mon diplôme, en architecture, j'ai décidé d'acquérir de l'expérience de terrain à l'étranger, tant bien dans le domaine bureautique, dans les sites et aussi dans le cadre de la formation. Et enfin, en 2019, j'ai décidé de revenir au pays pour m'installer ici. Et après ça, j'ai intégré l'Ordre national des architectes tchadiens, l'ONAT Voilà, en quelque sorte, la Lubna Matar que je suis Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire de l'architecture? Disons que dès le bas âge, j'avais plutôt un caractère qui s'intéressait à tout ce qui est peinture, tout ce qui est travaux à la maison. J'avais toujours été attirée par donner mon avis sur les couleurs, donner mon avis sur ce qu'il faut faire là, sur ce qu'il ne faut pas faire là-bas. Donc je voulais donner à moi-même de la créativité, de pouvoir modéliser le monde. Je détiens aussi des gènes de designer de mon père. Mon père, il a de l'expérience dans tout ce qui est créativité dans le monde des bijoux. C'est un joaillier qui conçoit des designs. Donc disons que j'ai ces gènes-là. Mais aussi, disons que quand j'étais petite, je voulais vraiment être tantôt architecte, celle qui fait la conception, tantôt je voulais faire de l'astronomie carrément, être astronaute explorer l'espace Et j'avais aussi un caractère qui était plutôt regardant vers la réglementation. Je voulais être avocate défendre les gens, voilà. Donc c'est un peu de là que je puise ma source, ma genèse d'architecte Quelles sont les difficultés que tu es confrontée dans le domaine de l'architecture étant une jeune femme? Bon, les difficultés sont toujours, pour la femme, sont toujours plus que pour un homme. Être architecte, c'était déjà la première difficulté. Être architecte et femme, c'est déjà une grande difficulté. Être architecte et femme au Tchad, c'est vraiment une grande difficulté. J'étais pas préparée à cette différence dans le traitement dans le cadre du genre, comment on traite dans la profession. Je savais un peu les valeurs traditionnelles, culturelles, mais je ne savais pas leur dimension sur les opportunités de travail, sur les opportunités de marché dans le cadre de l'architecture, hommes, femmes, ingénieurs et tesserables. C'était l'intégration sociale était très compliquée pour que les gens déjà t'acceptent en tant que femme architecte. Quand on te fasse confiance, pour que tu puisses concevoir leur projet, ils ont toujours l'habitude de te regarder avant. Ils te regardent parce que tu étais une femme. Genre, ils se disent que Tu m'as ça qui dit c'est Selena. C'est vrai, on nous dit Maradia yadari takdarti sewa. Genre, ils n'imaginent pas la possibilité qu'une femme puisse concevoir, répondre à leurs besoins sans toutefois s'impliquer sous son caractère ou bien sous le fait qu'elle soit une femme, mais qu'elle est une professionnelle de la matière et qu'il peut vraiment compter sur sa vision, sur ses compétences, sur sa détermination à livrer le projet requis avec les standards mentionnés dans les cahiers de charges ou bien selon les besoins du client devant nous. Nous n'avons pas beaucoup d'opportunités de travail, comme on le sait.
Le Tchad, c'est un pays qui est un peu particulier. Je reconnais en fait l'effort que la ministre d'État, ministre de la Femme, est en train de faire actuellement pour la promotion féminine. Ça a vraiment un peu impacté la société, ça a attiré l'attention de nos autorités. Il faut aussi reconnaître ce que le président de transition est en train de donner comme opportunité à la femme de s'affirmer dans sa profession. C'est compliqué, mais on est en train d'arriver. D'accord. Justement, par rapport à l'architecture, étant une femme, comment tu as pu vraiment te familiariser avec les différences que tu reçois souvent au terrain? Voilà, on te dit, l'architecte, c'est Selena. Comment tu es arrivé à vraiment tenir tête? Tu sais, j'ai toujours eu confiance en moi parce que j'ai dans mon éducation de base, mes parents m'ont inculqué cette valeur que tant que j'ai confiance dans ce que je fais, je pourrais convaincre n'importe qui devant moi de ma capacité, de mon professionnalisme et de ce que je peux faire en fait. Oui, c'est vrai que c'est compliqué en fait de répondre, de comprendre, d'accepter en fait la différence que l'on t'injecte en fait en tant qu'une femme en fait dans la société. Quand tu pars dans un milieu vraiment masculin, on sait très bien un peu comment on est un peu négligé sur l'apport de la solution nécessaire mais j'ai toujours intervenu en tant que professionnelle. J'ai toujours mis en avant mon professionnalisme en fait, c'est-à-dire que je suis là pour répondre à l'offre ou bien à la demande professionnelle demandée. Et ce que je vous présente ne sera pas moins que ce que mon frère présente. J'ai eu un parcours diversifié dans 3 continents, l'Afrique, l'Europe, l'Asie. C'est parce que j'ai eu confiance en moi, mes parents ont eu confiance en moi et mon monde, le monde dans lequel j'étais, a eu confiance à ce que je peux donner à la société. Et je suis sûre que je pourrais donner la même chose qu'un homme pourrait donner à la société dans le cadre de l'architecture en tant que profession. Tu es polyvalente, n'est-ce pas? Ouais. Dis-moi, quels sont les avantages vraiment d'être polyvalent dans le domaine de l'architecture? Étant polyvalente, disons que j'ai découvert que j'étais polyvalente et que c'était un peu dans le bas âge en fait. J'étais déjà en train de vouloir faire tout et je le faisais de la meilleure façon que je pouvais en fait. Donc je pouvais bien faire telle chose ou bien telle chose ou bien bon je pouvais très bien faire la physique tout comme je pouvais très bien faire la mathématique, tout bien je pouvais très bien faire les essais en philosophie, en français. Donc j'étais un peu partagée entre ce que je deviendrais parce que je me voyais un peu dans tout ce que j'étais en train de faire. L'architecture, c'était vraiment la créativité pour moi. Je pouvais aller n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Et Charles-Édouard, plus précisément Le Corbusier, m'a confirmé en fait mon choix d'après son expérience, qu'il était aussi l'écrivain, le peintre, l'architecte, le conseiller au gouvernement. Il avait vraiment impacté la société d'une différente manière. Et tant d'autres architectes en fait qui dans le monde en fait qui me servent en fait d'exemple que ma polyvalence est une force et que je pouvais vraiment m'épanouir dans tout ce que je fais en fait, que ça soit dans le cadre de l'architecture, que ça soit dans le cadre de l'humanitaire. Je suis aussi la secrétaire générale de Tchad Volunteer Organization. Nous œuvrons dans tout ce qui est communautaire, tout ce qui est éducation, tout ce qui est promotion du tourisme national. J'ai aussi un volet dans les mines, comme je viens de le dire au début, que mon père était déjà dans le secteur minier. Je suis née dans l'atmosphère des minéraux. J'ai grandi avec la voie de l'or. Mon éducation, tout ce que je suis, ça a été financé selon cet apport-là. Je suis aussi maintenant dans le secteur minier. J'essaie de donner en fait mon savoir pour le développement de ce secteur-là qui a permis mon développement en quelque sorte, m'a inspiré aussi dans la créativité. Donc
voilà un peu la polyvalence que j'ai. À côté des langues que je pratique, je parle un peu quelques langues en fait. Bon, l'anglais, l'arabe littéraire, l'italien, l'espagnol et un petit peu du bahasa en fait. Tu vas parler un peu de le Bahasa pour que nos téléspectateurs... Ah, c'est quelques mots, j'évite de le dire avec mon accent. Donc, quels sont les critères en tant qu'architecte urbaniste tu intègres dans la conception de la réalisation du projet architectural? Les critères qui sont très importants pour la réalisation d'un projet, c'est d'abord le besoin, l'identification même du projet. En fait, c'est quel genre de projet, c'est quelle est la nature du projet, quel est le nom du projet. Partant de là, nous avons maintenant tout ce qui vient avec en termes de besoins fonctionnels, des espaces, l'utilisation, les cibles, en fait, nous donnent déjà une idée sur la dimension du projet. Genre, je suis en train de vouloir concevoir un hôpital. Un hôpital, c'est un hôpital combien de lits? Vous voyez un peu, je suis en train de vouloir concevoir un bâtiment public. Un bâtiment public, ok, il y a combien de départements, combien de bureaux par département? Ça me donne déjà en fait une échelle de réalisation de ce projet-là. Ça, c'est en termes de besoins et en termes de connectivité d'espace aussi. Maintenant, nous avons le site qui doit abriter le projet, qui est aussi très important en termes de superficie, en termes d'accessibilité, en termes aussi du voisinage en fait. Je m'en vais donner des exemples. En fait, par exemple, j'ai un terrain de 200 mètres carrés sur lequel je veux construire un bâtiment qui nécessite 1000 mètres carrés. Comment devrais-je me prendre en fait? Je suis obligée d'aller vers la verticale. Je ne peux pas aller en horizontal compte tenu de la gestion de l'espace. Du coup, je dirais aussi que je voulais construire un jardin d'enfants ou bien une école. Je dois aussi faire attention à la circulation, à la rue et tout ça. Comment est-ce que si un enfant par hasard sort, comment il va gérer le rayon de circulation. Et aussi, on doit avoir aussi quel est le point le plus proche en fait en termes de dispensaire sanitaire en cas d'évacuation, en termes voilà, d'une crise inconnue qui ne peut pas être gérée à l'intérieur du dispensaire de l'établissement. Aussi en termes de parking, en fait, nous avons l'exemple des autres villes et qu'on essaie un peu de contenir ici. Dans les autres villes, nous avons un parking, des bâtiments parking et les gens utilisent beaucoup plus en fait le marché ou bien le cyclisme. Ici, si je veux concevoir un bâtiment public sur une rue qui est plutôt pas trop étroite en fait, je serai obligée de faire l'espace à un parking et de le prendre en compte dans ma conception. Donc, on a une panoplie de critères qui viennent avec le type de bâtiment ou bien le type de projet qu'on est appelé à concevoir. Par exemple, moi, j'ai ma maison. En tête, je peux dire, comment arrives-tu à être à ma place pour me concevoir ce que je veux? Comment tu le fais? Bah, tu sais, en fait, l'architecture, c'est aussi la culture d'autrui. C'est aussi un assemblage, en fait, de plusieurs disciplines. Pour mieux concevoir pour Néné, je suis obligée d'avoir un tête-à-tête avec Néné si l'opportunité se présente. Je vais prendre en fait en compte tous ces types de critères. Pour le particulier, c'est toujours comme ça. Si un particulier vient, te demande de construire en fait un bâtiment ou bien un projet qui est d'ordre commercial, résidentiel, tu as déjà en tête qu'il veut en fait exploiter son terrain pour être au même moment quelqu'un qui commercialise et quelqu'un qui réside là-dedans. Donc maintenant, je vais m'aller découvrir, je vais essayer de découvrir la personne qui est devant moi. Qu'est-ce qu'elle veut au juste? Qu'est-ce que Néné veut au juste? Et en me basant sur ce que Néné veut un bâtiment public. Néné veut genre une villa pour elle. Néné veut un espace à l'extérieur de la ville où elle peut partir, rester les week-ends, faire le vide dans sa tête et revenir. Là, je commence maintenant à mettre les besoins de Néné d'abord sur ma liste des priorités. Ensuite, nous avons les autres conditions qui viennent avec, les autres critères qui sont est-ce que tu as un terrain qui est déjà disponible? Est-ce que tu comptes acheter un terrain? Est-ce que tu as déjà une dimension à construire? Donc, on a un peu ce profiling de Néné
cette sociologie en fait qui vient avec la profession. Je dirais, hein, c'est un peu complexe à expliquer. C'est comme si tu essaies de vendre en fait l'idée d'une maison de rêve à ton client, sans toutefois qu'il l'a encore vu. Tu l'accompagnes à l'imaginer, tu l'accompagnes à vivre là-dedans, tu l'accompagnes à comprendre l'importance de tel espace, puis en fin de compte, tu lui présentes en fait les premières esquisses avec lesquelles il peut se décider. Et maintenant, tu entres dans l'aventure avec lui jusqu'à ce que la conception soit au standard du demandeur. Il y a des gens qui ont des terrains mais qui n'arrivent pas vraiment à, à dire ce qu'elles veulent vraiment. Comment tu fais pour réaliser ça alors? Parfois, il est important d'aider la personne à se connaître soi-même. L'architecte, c'est quelqu'un qui a plusieurs costumes en fait, qui passe en fait dans plusieurs moules et qui font en fait dans le moule dans lequel il est. Parfois, il faudrait que j'apporte mon client qui est plutôt fermé à s'ouvrir, à se sentir vraiment en confiance de ce qu'il peut vouloir. Je lui donne en fait des idées de ce qu'il veut, de ce qu'il ne veut pas. Je ne vais pas influencer directement ses besoins. Je vais plutôt en fait l'amener à comprendre en fait ce qu'il veut en fait, pour que moi je puisse en fait lui donner ce qu'il veut. Maintenant, ça vient selon les propositions. Ça vient selon en fait ce qu'il veut. En fait, par exemple, si j'ai un client qui est polygame et qui n'a qu'un seul terrain pour mettre en fait, disons, ses 2, 3, 4 femmes, je l'apporte maintenant à comprendre comment est-ce que il veut construire sa maison. Il n'a qu'un seul terrain et ces femmes sont dans des maisons de location. Il veut les réunir dans une même cour en fait. Je l'amène à comprendre en fait comment est-ce qu'il faudrait rester connecté, être séparé. Comment est-ce qu'il faut fusionner, comment il faut, voilà, en quelque sorte, c'est la culture, c'est tout en fait qui vient avec la conception, pour que la personne comprenne à l'instant T de la conception, elle a besoin de quoi? Est-ce qu'elle a les moyens de réaliser en fait ce qu'elle veut? Si elle a compris déjà ce qu'elle veut, maintenant, à quoi va ressembler ce qu'elle veut dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. C'est un processus d'accompagnement en fait de toi, de ta famille et de son expansion, ou bien du projet, de tout ce qui vient avec comme utilisation, utilisateur, de son expansion. Nous avons par exemple des projets d'hôpitaux qui ont des salles d'attente qui sont plutôt étroites, qui après un temps reçoivent en plus de demandes. Il y a vraiment cette adaptation de besoins d'utilisation qui vient avec ce que la personne peut connaître ou peut ignorer en fait. Comment tu intègres l'identité africaine dans tes conceptions architecturales? Déjà en tant qu'Africain, je suis très très fière d'être une architecte africaine qui essaie d'apporter un plus en fait à tout ce qui est bâti africain, un peu comme Francis Kéré, David Adjaye, Mariam Abba. On va aussi citer en fait des architectes qui ont vraiment mis cette touche-là. En tant qu'Africaine, ce qu'il est important de comprendre, c'est l'identité. De quelle identité je veux parler en fait? Parce que l'Afrique est une diversité de cultures, un monde de couleurs, de contradictions et d'harmonie. Où est-ce que je conçois? Pour qui je conçois? Et comment je conçois? J'ai un peu simulé les pays d'Afrique, un peu le monde arabe, un peu le monde central, de là où je viens bien sûr, un peu le monde de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, un peu du Nord. Donc, ça te donne en fait une idée de la diversité de ce qui est africain, identité africaine. Nous avons tantôt le vernaculaire, nous avons tantôt une identité qui est plutôt simpliciste, moderne, minimaliste. Nous avons en fait les couleurs qui changent. Nous avons aussi bien le climat. Je ne peux pas, étant au Tchad, concevoir de la même manière à Moundou comme à Bardaï. Nous avons vraiment l'impact du climat qui oblige en fait l'architecte à prendre en compte en fait les conditions climatiques, la géographie même de l'espace, des toits inclinés là où c'est vraiment pluvieux, un toit plutôt plat là où il n'y a pas en fait
voilà, de la pluie, mais plutôt assez devant. Dans le dimensionnement des ouvertures, la conception des espaces semi-ouverts, semi-fermés. Tout ça, en fait, c'est une alchimie qui accompagne, en fait, ce dont tu seras là-dedans et qui va vraiment te modéliser. Donc, l'identité africaine, elle est très diverse. Elle est influencée par le poids de la culture, de la tradition, de la religion. On peut avoir 2 salons hommes-femmes. On peut avoir 2 espaces hommes-femmes, une cour pour les hommes, une cour pour les hommes. Même l'espace de manger, on peut appeler ça dabalaï. C'est là où parfois tout le monde apporte sa nourriture, rester manger. Ou bien ça peut être une salle à manger. Ça peut vraiment avoir plusieurs identités, mais qui dépend surtout de l'identité même de la personne envers toi. Parlant justement de l'identité africaine, on a tendance à voir beaucoup de Tchadiens à se référer à des modèles, des Arabes, des Turcs, des Américains. En tant qu'architecte, est-ce qu'il n'a pas d'impact ici au Tchad, vu que nos climats ne sont pas identiques? C'est tout à fait normal, en fait. L'homme de nature est un explorateur du monde. Il prend avec lui à chaque voyage une valeur, en fait, de plus qu'il essaie maintenant de fantasmer autour. Nous sommes en fait exposés à la globalisation. D'abord, l'Afrique est exposée à la globalisation, puis le Tchad est vraiment exposé à la globalisation. Nous avons tendance à importer nos identités, des impacts sur nos identités. Tantôt, je veux une maison purement émirati. Tantôt, je veux une maison qui est vraiment à la style à Miami. Tantôt, je veux une maison à la style... Bon, il faudrait qu'on se dise une chose. Nous, on n'empêche pas en fait le client de réaliser sa maison de rêve. Mais on l'accompagne à l'intégrer de façon réaliste dans l'environnement dans lequel nous sommes en fait. Parfois, quand un client veut une maison qui est tout à fait des baies vitrées, il faudrait qu'il comprenne que avec les coupures d'électricité, il sera obligé d'avoir un générateur, il sera obligé en fait de. Donc c'est très important. Maintenant, parfois, nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'industrie en tant que telle qui fabrique assez de matériaux de finition, de construction. Donc, il faut importer, il faut en fait acheter à des prix un peu élevés. Ce qui ramène aussi à comprendre, à maîtriser en fait le coût financier pour avoir sa maison de rêve. Donc, Néné, tu peux fantasmer sur n'importe quel type d'architecture que tu as découvert à l'extérieur. Mais ici, on va essayer de te le rendre réel, possible, mais avec des critères qui sont plutôt très réalistes. Mais on va aussi te sensibiliser à accepter en fait la culture de chez toi parce que c'est ce qui ressemble mieux à ton climat et ce qui vient avec. Quel est le rôle que tu joues vraiment dans le domaine du tourisme local et l'architecture? Je pense que tu as ramené ça de la découverte du monde en fait, l'exploration. C'est important en fait de découvrir le monde, d'explorer les nouvelles villes, les autres pays, mais c'est aussi très important de connaître un peu de chez toi en fait. Il s'agit en fait de comprendre en fait l'identité tchadienne en tant que telle. Et on ne peut mieux comprendre une identité qu'à travers la découverte, l'exploration, le tourisme en fait, comme on le dit pour nous. Je suis, comme je l'avais dit, membre du bureau de l'ONG Tchad Volontaire, qui faisant la promotion du tourisme national, du patrimoine bâti, et etc. Ça te permet en fait de comprendre qu'est-ce qu'il y a à Moundou, qu'est-ce qu'il y a à Béché, qu'est-ce qu'il y a à Mao, qu'est-ce qu'il y a à Mdiaras, qu'est-ce qu'il y a à Bardaï, quelles sont ces différences et quelles sont ces cohérences et ces éléments que tu découvres en fait dans chaque architecture qui t'impactent en fait, qui t'impactent dans ta conception. Les toits triangulaires de l'Est, en fait, un peu quand tu prends Mao en partant vers Faya,
Tu as cet aspect d'architecture avec, des triangles, oui, des vetkouzi, des triangles un peu en maçonnerie, des maisons qui sont plutôt peintes en blanc, qui sont un peu toutes et blancs. Ça reflète en fait la chaleur. Donc, quand maintenant tu es exposé à un projet, ou bien si tu réponds à un appel d'offres, même de la ville de N'Djamena, ton exploration personnelle te permet de donner en fait un meilleur rendu du projet, qui l'intègre vraiment dans son environnement, et aussi à travers le tourisme national, le tourisme local, tu mets en valeur en fait les différentes cultures de chaque région, pour que les gens puissent en fait comprendre en fait la différence entre concevoir une maison à Bardaï et concevoir une maison à Mundo, ou bien au fond du sud en fait.